Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un motif qu'on utilise depuis plusieurs millénaires. On va parler de ses origines, on va parler de ses différents noms et on va voir l'histoire commune qu'il partage avec le châle. On connaît tous cet élément décoratif, mais on a souvent du mal à lui donner un nom et ça se comprend parce qu'il en possède plusieurs qui retracent son parcours. On l'appelle Paisley, le nom d'une ville écossaise, on l'appelle Cachemire, du nom d'une région indienne, mais son vrai nom c'est Boteh. Boteh, c'est un mot persan qui signifie buisson, parce que c'est de l'ancienne Perse qu'il vient, et qu'à l'origine, il symbolise une plante, certainement le cyprès sur lequel je vais faire prochainement une vidéo. Très utilisé dans la Perse ancienne, le boteh était un symbole d'éternité chez les Zoroastriens. Sa forme, comme celle du cyprès, faisait le lien entre les vivants et les morts, mais elle pouvait aussi évoquer la forme de la flamme du feu sacré de leur culte. Le boteh va être courant en Iran, traversant les siècles et les dynasties, des Sassanides aux Pahlavis en passant par les Qadjars, et il perdure en Iran ou en Afghanistan, dans les mosquées ou sur les tapis. Et c'est certainement à travers des échanges commerciaux et les invasions qu'il va rentrer en Inde et notamment au Cachemire où on l'appelle Bhuta, la région du Cachemire qui était et qui est toujours un grand centre de production de châles. Le mot châle, c'est un mot d'origine indienne ou persane. Châle. Traditionnellement, dans la zone indo-persane, le châle est un vêtement masculin qu'on porte autour de ses épaules pour se protéger du froid, et le Cachemire produit depuis longtemps les châles les plus doux et les plus chauds. Et ça, grâce à la laine de deux animaux différents. Premièrement, une chèvre domestique qui s'appelle Changtangi, qui comme son nom l'indique vient du Changtang, qui est le nom d'un plateau tibétain. Les Cachemiris n'ont jamais eux-mêmes élevé cet animal, mais ce sont eux qui vont tisser les poils exceptionnellement fins de cette chèvre, tellement associée à cette région qu'en Europe on va finir par l'appeler la chèvre cachemire, et le tissu dont elle permet la production, on va l'appeler du cachemire. L'autre nom de ce tissu qu'on appelle pashmina, c'est pas non plus un nom local puisque pashm c'est un mot persan qui signifie laine. L'autre animal dont la laine produit un châle d'une qualité encore plus exceptionnelle est une antilope du Tibet qui a un poil encore plus fin que la chèvre cachemire, le poil le plus fin de tous les mammifères. C'est avec lui qu'on produit la laine appelée chatouche, qui en persan signifie le roi de la laine, chat signifiant le roi. Malheureusement, cette antilope ne peut être domestiquée et on doit la tuer pour obtenir sa laine, ce qui a évidemment mené l'espèce au bord de l'extinction. Des mesures de protection ont récemment permis de voir le nombre d'individus sauvages augmenter et la vente du chatouche est désormais interdite. Ces châles étaient très appréciés des Moghols, la dynastie musulmane qui va régner sur une partie de l'Inde du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Et depuis l'annexion du Cachemire par l'empereur Akbar en 1586, ces châles ont connu une grande réputation, notamment parce qu'ils étaient utilisés dans le système des cadeaux de cour qu'on appelle rila. C'était un ensemble de présents de valeur faits aux dignitaires de l'empire moghol en remerciement de services rendus, mais qu'on retrouvait aussi dans la diplomatie, dans ces échanges de cadeaux qui ont toujours accompagné les relations entre États. Le rila a été composé d'un ensemble de vêtements dont l'élément principal était un manteau ou une robe de cérémonie, une tradition du monde islamique qui remonte à la bourda que le prophète Mohammed avait donnée au poète Ka'b ibn Zuhayr. Et le rila mongol comportait aussi ces châles qui vont en devenir une pièce importante, tellement importante qu'il est un élément moteur dans l'explosion de la production de châles cachemiris. On avait désormais besoin de ces châles, de ces écharpes, pour récompenser les personnes importantes ou subalternes dans des rituels de reconnaissance de souveraineté ou de subordination, mais aussi dans des cérémonies de bienvenue. C'est encore une pratique courante en Asie que d'accueillir quelqu'un en lui passant une écharpe autour du cou, que ce soit dans le sous-continent indien ou au Tibet. Bref, le châle devient un objet indispensable à la cour moghole et il va faire son chemin en Asie. Et ces Moghols vont devoir d'une façon ou d'une autre entretenir des relations diplomatiques puis des rapports de soumission avec le nouvel occupant britannique, un occupant qui a un temps été désarçonné par cette pratique, mais qu'il va finalement intégrer afin d'asseoir son pouvoir colonial. Il y a plein de légendes autour de ces châles, des légendes qui en général sont fausses, ou tout du moins trop simples.
Parmi elles, on dit que c'est Napoléon qui découvrit les châles en Égypte lors de son expédition et qu'il en offrit à l'impératrice Joséphine qui en fit la promotion en Europe. Pourtant, quand elle les reçoit, elle écrit à son fils Eugène « Je les trouve fort laids et je doute que cette mode ne prenne ». Elle finira quand même par en posséder plus de 150, alors que ces châles pouvaient coûter l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Rapidement, toutes les dames de l'aristocratie sous influence napoléonienne se mirent à cette nouvelle mode importée que Napoléon déplorait. Dans ses mémoires sur Napoléon et Marie-Louise, le général Durand écrit que Napoléon détestait les châles et jamais on ne pouvait en garder en sa présence. Ceux du Cachemire qu'il souffrait bien malgré lui et dont il parlait souvent lui déplaisaient encore davantage. Ce fut pour les faire tomber qu'il en commanda à M. Ternaux, dont M. Isabey fit les dessins. Ils étaient certainement plus jolis à l'œil que ceux de l'Inde. Et ces dessins qui déplaisaient tant à Napoléon et à Joséphine de Beauharnais comportaient ces Paisley, des motifs qu'on voit très fréquemment sur les peintures d'époque. Et malgré l'importance que les châles prirent dans la noblesse et la bourgeoisie française du XIXe siècle, on sait aujourd'hui qu'ils avaient déjà été rapportés d'Inde par des particuliers, français ou britanniques depuis le XVIIe siècle. Les officiers et les employés de la East India Company en avaient offert à leurs épouses et aux aristocrates d'Angleterre, et devant leur prix exorbitant, les ateliers textiles de Lyon, d'Édimbourg ou de Norwich commencèrent à en faire des copies dès les années 1780. Et ce châle de prestige, qui était presque uniquement porté par des hommes en Inde, devient un objet exclusivement féminin en Europe. Alors que le motif Paisley était un élément floral parmi d'autres en Inde, il semble que depuis les débuts de la production de châles en Europe, une forme de Paisley leur soit systématiquement associée, au point que les ateliers industriels de la ville écossaise de Paisley, qui réussissaient le moins mal à imiter les châles cachemire, finirent par donner le nom de Paisley non seulement aux châles dont la production va progressivement décliner, mais surtout à ce motif. Le motif Paisley, lui, va tant bien que mal traverser la mode du XIXe siècle, et il faudra attendre les années 1960 pour qu'il fasse un retour flamboyant avec les révolutions sociétales et culturelles européennes. De Jimi Hendrix à Mick Jagger, de Michael Jackson à Prince, la pop culture hippie et contestataire s'empare du Paisley. Le bandana, qui lui aussi a un nom et une origine indienne dont j'ai déjà parlé, va finir d'installer la notoriété du motif Paisley dans différents groupes des sociétés occidentales, de Tupac à Renault et de Beyoncé à Jane Birkin. Depuis des décennies, le Paisley est devenu un motif international, des pañuelos mexicains aux pagnes africains, des abayas musulmanes aux kimonos japonais. C'est comme ça qu'on va le retrouver en Thaïlande, sur le désormais iconique tissu des pantalons au motif éléphant. Mais en Asie du Sud-Est, le Paisley avait déjà depuis longtemps atteint les côtes de l'Indonésie, où on va le retrouver sur les batiks et les ikat. Ce sont les marchands indiens ou persans qui avaient introduit ce motif à Madura, à Java ou à Sumatra, où il est connu sous le nom de keme ou keong, qui signifie conque ou escargot. Le nom Paisley va d'ailleurs souvent faire référence à sa forme, qu'on va réinterpréter différemment suivant les régions. En Inde, on le compare souvent à une mangue ou à une noix de cajou. En russe, on l'appelle le concombre turc, et en Chine, on l'appelle le motif jambon, et certains veulent même voir dans le Paisley une moitié de yin-yang. Bref, loin des débats sur l'appropriation culturelle, le boté est un exemple de circulation d'un motif dont le nom a changé au cours de ses voyages, comme souvent sa forme et la symbolique qui lui est attachée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.